Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Dragon Mag. Ça sent très bon la fin de saison du côté de Metz Handball. Je vous racontais la semaine passée en Inside la victoire en terre brestoise. Depuis, les Dragons ont vaincu Chambray et Besançon et se dirigent désormais vers la première finale de l'année. Et espérons-le, pas la dernière, on va continuer à regarder ça de près. Ce sera en Coupe de France ce samedi face à Dijon. Après vous avoir proposé un entretien avec le Valentini, une émission avec Olivier Crumbles, il fallait que le standing de l'émission reste au plus haut. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir 15 titres de championne de France en une seule fois à travers une légende du club de Metz. Il s'agit d'Isabelle Wendling, bienvenue. Bonjour, merci. Alors c'est une toute première dans Dragon Mag, je sais pas pourquoi on a attendu aussi longtemps Isabelle. Je sais pas. C'est fou ça, c'est fou. Alors une émission, c'est bien beau avec une légende, mais sans chroniqueur ça ne marche pas très bien. Je vais accueillir Thomas Lavaux de France Bleu Lorraine. Salut Mathieu, bonjour tout le monde. On va essayer de contribuer au très haut standing. Le retour de Brest s'est bien passé? Très bien. C'est long par contre. C'est long, hein, c'est loin Brest. Le bout du monde comme on dit. Et enfin notre deuxième chroniqueur du jour, c'est Arthur Carmier. Comment ça va Arthur? Salut Mathieu, ça va très bien. Je suis content parce que si on est tous ensemble autour de la table réunis, on peut dire qu'il y a 15 titres de champion autour de la table. On ne dira pas qui ils sont. La répartition est pas très nette, mais c'est vrai que... mais c'est pas mal. C'est déjà pas mal. En tout cas, on va pas perdre de temps et on va filer tout de suite vers notre première mi-temps. Et à l'approche de Roland-Garros, je me suis permis une petite analogie tennistique. Vous allez la voir derrière moi, simplement, sobrement. Avantage, Metz. Nous avions tous coché la date du 8 mai et le match à Brest comme étant une finale avant l'heure. Elle a tenu ses promesses. Depuis, Metz s'est imposé face à Chambray et Besançon. C'est ce qu'on appelle une semaine plutôt chargée, on va pas se mentir. On va voir ce que ça représente au classement puisque, tout simplement, Metz Handball retrouve la tête du championnat. Pour la première fois depuis janvier, Brest descend à la deuxième place. De leur côté, Nantes et Paris 92 se battent pour la troisième place du podium. Cette saison, on peut dire qu'elle tient ses promesses. Il restera une pointe de suspense jusqu'au dernier jour puisqu'en cas de défaut de la part de Metz Handball, Brest peut encore remonter. En cas de défaut de Brest, le suspense serait un petit peu mort. Les deux équipes sont à égalité, mais l'avantage est bel et bien pour Metz en raison du goal average particulier entre les deux équipes. Isabelle, vous fréquentez les tribunes de Metz Handball à peu près à chaque match depuis de nombreuses années. Quel est le regard qu'on porte sur cette saison avec cette pointe de suspense supplémentaire? Suspense, tout relatif, on va dire. C'est vrai que les joueuses ont fait une saison extraordinaire. Je crois que malgré ce petit faux pas à domicile contre Brest, elles ont géré de la meilleure des façons. Elles sont montées en progression constante tout au long de la saison, enchaînant les échéances les unes derrière les autres. Et elles sont, je pense, là où elles voulaient être, dans un final fantastique à pouvoir encore conquérir ces 3 titres. Magnifique. Cette obligation de sans faute, on la connaît bien à Metz Handball, puisque les 2 dernières saisons, Metz Handball avait été tout simplement invaincu sur toute la saison. Là, il y a juste eu un petit faux pas, ça ajoute une petite touche supplémentaire. En tout cas, on va revenir sur les derniers matchs. Il y a eu ce match tout d'abord contre Chambray. Il fallait garder la tête froide après avoir gagné à Brest. C'est un peu la même situation que ce qui s'était passé contre le TSM Bucarest, où il y avait une grosse célébration et il faut vite se remettre dedans. Arthur, toi, ce match contre Chambray, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est quand même une équipe qui est solide dans le championnat cette saison. Et les Dragons ont fait le travail. Ouais, effectivement, Metz a fortement respecté Chambray. On sait tout le danger de ce type d'équipe que je considère comme des équipes émergentes du championnat qui essayent de travailler pour rejoindre les hauts et les hauteurs et les sommets du classement. Et Metz a formidablement fait le travail avec notamment Camille Depuisé qui était dans la cage, qui a fait une belle partie. Bon, ça correspond pas aux images. Là, on voit Louise Winter-Burgard. Mais ce qui est on va la voir. Ce qui est fantastique avec cette équipe de Metz Handball, c'est qu'elle a une capacité à très rapidement passer à autre chose, d'effacer de la mémoire les gros matchs qu'il y a eu, les succès, parce que ça bouffe quand même mine de rien de l'énergie, de l'influx mental, de devoir constamment se mobiliser, se remobiliser vers un nouvel objectif. Parce que si on bat Brest, c'est très bien, mais si derrière Metz Handball n'assure pas contre Chambray, contre Besançon, l'avantage il aurait été perdu. Donc c'est formidablement bien fait, et il faut pas, je pense, galvauder ce type de victoire, même si parfois dans le jeu ça peut être un peu plus poussif à cause de l'accumulation des matchs et l'enchaînement des rencontres, mais c'est une belle victoire que les Dragons nous ont offerte face à Chambray d'abord.
Tu citais Camille Depuiset, hein, j'ai la statistique, elle a fait 17 parades, ce qui n'est pas rien, surtout qu'elle a joué assez peu ces dernières semaines, elle a eu quelques petits pépins physiques, etc. Et puis Atadou Sakho était tout simplement en feu, donc c'était difficile de la déloger. Donc 17 parades sur un match, entre guillemets, de reprise en tant que titulaire, c'est pas anodin. En tout cas, en marge de la rencontre, on a également appris une nouvelle. Il s'agissait de la dernière venue de Manon Houet en tant que joueuse sur le parquet de Metz. Elle raccrochera en fin de saison. Alors on va revenir quelques instants sur sa carrière, parce que Manon Houet, ce n'est pas rien. Elle a débuté professionnellement à Fleury, où elle a remporté la Coupe en 2014, le championnat en 2015, et la Coupe de la Ligue également en 2015. Et en 2016, elle tente l'aventure à l'étranger, du côté de Thuringe, avant de rejoindre Metz Handball. Elle y remporte 2 championnats supplémentaires, une Coupe de France, et surtout, elle participe au premier Final Four de l'histoire du club. Touchée par les blessures, elle a tout fait pour revenir sur le devant de la scène coûte que coûte. Elle est filée à Bourg-de-Péage. Malheureusement, vous connaissez l'histoire de Bourg-de-Péage désormais, qui a assez mal terminée, et puis elle a fini par rejoindre Chambray, où elle a fait des saisons intéressantes, mais encore une fois elle a été assez touchée par les blessures. Là elle est d'ailleurs sur le retour, si vous avez vu le match, elle avait une sacrée protection sur une de ses jambes. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour revenir sur cette fin de saison du meilleur qu'elle pouvait, et en sélection c'est brillant également, vous l'avez vu sur l'infographie, une médaille d'argent olympique en 2016, un mondial en or en 2017, un euro en or en 2018. C'est quand même une joueuse qui a marqué le handball français sur la dernière décennie en tout cas, et c'est une excellente handballeuse qui va tirer sa révérence. Messieurs, qu'est-ce que ça vous invoque ce départ de Manon Houet du championnat de France? Une carrière très dense, parce qu'elle n'a que 31 ans. Ouais. C'est vrai que sans ses soucis de blessure, Manon Houet aurait peut-être pu encore évoluer quelques saisons, mais avoir un tel palmarès sur une carrière qui a duré peut-être une douzaine d'années, que ce soit en club, que ce soit en sélection. Elle a ensuite consacré aussi les dernières saisons de sa carrière à pouvoir également rejoindre des clubs, donner corps à des projets, apporter toute son expérience, tout en ayant contribué aussi, je pense, un petit peu à ce qu'est le Metz Handball aujourd'hui, cette génération elle a connu le Final Four, mais cette génération à partir de 2015-2017 qui a posé des fondations également, elle en faisait partie à son arrivée au club, et donc félicitations à elle pour ça. Ouais. Alors, Isabelle, on voit Manon Houet prendre sa retraite à 31 ans, ça peut paraître jeune quand on a vu certaines joueuses parfois frôler les 40 ans comme vous, mais les blessures, ça pardonne pas sur une carrière sportive, et on sait qu'elle a rêvé encore de revenir, peut-être même pour l'équipe de France, etc., mais c'était trop court. Oui, c'est vrai que Manon, malheureusement, a eu des blessures assez tôt dans sa carrière. Et comme on disait, elle a une carrière vraiment extraordinaire. Elle a été un maillon fort de l'équipe de France, un maillon fort de Metz Handball quand elle y a été. Donc, effectivement, elle a été un peu mise sur la touche par ses genoux, on va dire, qui étaient un petit peu douloureux par moment. Mais je crois qu'elle a toujours tout donné, et on gardera un très bon souvenir d'elle à Metz et dans le handball français, ça c'est clair. Un maillon fort de Fleury aussi, parce que ça coïncide aussi, son passage là-bas, avec les plus belles années de Fleury. Ouais, les plus belles saisons de Fleury, c'était aussi à cette période-là, c'est vrai. On va continuer en tout cas avec les résultats récents, avec le match de mercredi. On a eu la chance de le vivre sur Moselle TV. C'était face à Besançon, un grand classique du championnat. Je fais un clin d'œil à Rémi Alézine qui adore quand on parle de classico. Malgré tout, Thomas, Besançon s'est fait devancer assez vite dans cette partie. On les attendait peut-être un petit peu plus résistantes sur le début de match. On évoquait tout à l'heure le match de Camille Depuiset contre Chambray. Elle a été parfaitement dans la lignée face à Besançon. J'ai compté 6 arrêts dans les 12 premières minutes concernant Camille Depuiset. Puis Sébastien Mizoul, l'entraîneur de Besançon, lui comptait, à contrario, 6 immanquables manqués par son équipe, parce qu'il y a aussi eu des poteaux, il y a aussi eu des tirs non cadrés. Mais à la mi-temps, Camille Depuiset à elle seule, elle avait 8 arrêts. C'était 4 fois plus que les 2 gardiennes byzantines en cumulé. Donc effectivement, ça a permis de faire la différence, parce que derrière, Besançon est resté au contact, et il a fallu un temps mort de Manu Mayonade un peu avant la moitié de la deuxième mi-temps, pour que derrière ensuite Metz déroule et s'évite des frayeurs assez inutiles, parce que Besançon est resté un peu entre deux eaux, à -3, à -4, une bonne partie de la rencontre. Mais c'est vrai que quand on a une gardienne décisive comme ça, ensuite avec Christina Jorgensen et Chloé Valentini également qui ont fait le taf pour entériner la victoire, mais quand on a une gardienne aussi décisive que ça, c'est un atout absolument prépondérant. Ouais. S'il y a un bémol peut-être à apporter à ce match, comme tu l'as un peu souligné, Thomas, c'est ce
Je pense ce retour de deuxième période où on peut compter facilement 10-15 minutes de décompression. C'est peut-être dû à ce qui s'était passé précédemment dans les derniers jours avec des énormes émotions, comme on le disait, avec des énormes rencontres qui ont vraiment bouffé la tête et le corps des joueuses. Je crois qu'il y a eu un seul but lors des 9 premières minutes. Ouais, même du côté de Besançon, il y a eu beaucoup d'erreurs, de pertes de balles, de marchés, de passages en force, même dans leur propre camp, mais ça a été très malin là-dessus. En étant un petit peu plus rigoureuse, je pense que les Byzantines auraient pu inquiéter davantage Metz Handball, mais les Messines ont rapidement... de changement de stratégie. En retour de deuxième mi-temps, Besançon monte beaucoup plus vite sur les porteuses de balles pour empêcher les transitions et empêcher à Metz Handball de développer son jeu en attaque. C'est peut-être ça aussi qui fait que Metz Handball marque moins. Malheureusement pour Besançon, ça se réalise pas de l'autre côté du terrain. C'est peut-être aussi ce manque de réalisme, mais ça ressemble aussi au match aller où Besançon était mené de 6 buts en première mi-temps et puis avait su revenir un petit peu en deuxième. Alors, il aura peut-être manqué un petit grain de sel quelque part. C'est ça. Il faut aussi donner du crédit à la défense messine, qui a justement généré ces pertes de balles, récupéré des ballons. Si l'attaque a pas été impériale sur ce début de deuxième mi-temps, et à mon sens, c'est vraiment Christina Jorgensen qui a impulsé quelque chose pour vraiment fermer définitivement la boutique. En tout cas, il y a aussi une petite histoire dans l'histoire, c'est ce chambrage de Camille Depuiset qui, amie avec Sabrina Zazaï, lui avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle ne marquerait aucun but dans le match. Et la gardienne messine, eh bien, elle a tout simplement tenu promesse. J'en ai parlé avec Sabrina Zazaï après le match. Regardez sa réaction. Alors, on est obligé d'en parler. Il y a eu un petit peu de chambrage sur les réseaux sociaux avant le match. Camille Depuiset qui avait dit Sabrina, il n'y aura pas un seul but pour toi aujourd'hui. Bon, on est navré de le dire, mais elle n'a pas menti. Non, bien sûr. Mais après, je l'ai trop respectée, je pense. On connaît mon jeu. Elle, la première. Et je pense que j'ai voulu trop la respecter ce soir. Voilà, on apprend, même à mon âge, on continue d'apprendre. Donc non, bravo à elle. Je suis fière d'elle parce qu'elle a pas une saison facile avec Tadou qui est exceptionnelle. Mais voilà, elle a montré on pouvait compter sur elle au Metz Handball et je suis très contente pour elle sur ça. Bon, Isabelle, le chambrage, il y en a eu en toute époque. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y en a un tout petit peu plus, mais à l'époque, ça aimait bien se dire des mots doux aussi sur le terrain. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait des SMS qu'on s'envoyait avant les matchs, donc effectivement, quand on savait qu'on allait se retrouver, il y avait forcément un peu de chambrage, mais bon, après, ça fait partie du jeu et c'est sympa. En tout cas, du chambrage, il y en a eu aussi eu après le match contre Chambray. C'était lors du match des légendes. Il y avait beaucoup de sourires à retrouver. Je vous propose de regarder un petit peu à quoi ça a ressemblé avec un reportage de Colline Expert. Des légendes comme s'il en pleuvait, représentant des dizaines de titres, de médailles et trophées, toutes passées par Metz Handball. Certaines pendant même de très nombreuses saisons, c'est ce qui a animé l'après-match des Dragons face à Chambray. Une rencontre axée plaisir et retrouvailles qui a su fournir du plaisir aussi bien à l'assistance qu'aux protagonistes. C'est top, je suis venue ici la dernière fois il y a 3 ans, juste avant d'arrêter ma carrière avec mon dernier club. Donc c'est sympa de revenir avec toutes ces légendes. Moi j'ai fait un passage que de 2 ans à Metz, mais en tout cas c'est un super moment, je suis contente d'être là. Ça pique un peu, je me rappelais pas qu'il était aussi long le terrain. Incroyable, hein. Elles ont encore de bons restes, on va dire. C'est toujours un bon moment et puis voir les anciennes légendes du club, ça fait toujours plaisir, quoi. Et Nina Canto, c'était ma chouchou. Et d'ailleurs, c'est le premier maillot de Metz Handball que j'ai acheté. Je trouve que ce qu'ils ont fait, le match des légendes, c'est vraiment bien. Au moins, ça les valorise encore et je trouve que c'est vraiment génial. L'arbitre du match des légendes, qu'est-ce qu'on en pense ? On va dire qu'il est un peu partial, mais il reste bonne ambiance, donc ça va. Ça reprolonge. Moi, je l'ai pas connu joueur, donc on voit quand même que il est sportif et que il sait ce que c'est le hand, et donc ça fait vraiment très plaisir. Et puis le match des légendes, c'est une très très bonne idée. Thierry Weisman, arbitre d'un jour et initiateur du projet, n'a pas caché son plaisir. Je suis super content, d'abord parce qu'il n'y a pas de blessés. Ensuite, faire revenir toutes les anciennes, ça prouve qu'on est une grande famille. Et puis surtout qu'il y ait 1500 ou 2000 personnes qui soient restées, ça m'a vraiment beaucoup ému. Ce club est vraiment intergénérationnel maintenant et c'est vraiment superbe de voir toutes ces générations qui sont encore là, qui se déplacent. Camille Aiglon est quand même venue de loin. Enfin, il y a beaucoup de joueuses qui ont fait l'effort.
et c'est super. Voilà. Qu'est-ce que ça fait de se glisser dans la peau d'un arbitre? Ça fait relativiser certaines choses? C'est pas si facile que ça, mais j'étais bien placé. Il y a eu un litige sur un but, j'étais bien placé, il y avait but. Voilà. Non, mais je l'avais pas encore fait. J'avais été joueur, Serpilleros, président, médecin, et là j'étais arbitre, c'est bien. Alors que le club à la Mirabelle se rapproche de son 60e anniversaire, il démontre une nouvelle fois que la famille jaune et bleue sait perdurer époque après époque. Bon, Isabelle, ce match des légendes dans le rôle d'une coach, c'était comment? Pour moi, c'était tranquille, c'était vraiment sympa. Non, c'est vrai que c'était très sympathique de se retrouver. Ça permet aussi à toutes les joueuses de se côtoyer parce que c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de jouer quasiment avec toutes les filles qui étaient là présentes, mais les dernières générations n'ont pas forcément connu celles qui ont contribué à ce que le club accède en première division et gagne ce premier titre de champion de France. Donc c'est sympa comme disait le président, de montrer qu'on est vraiment une famille et que les joueuses sont toujours très contentes de revenir à Metz Handball. On va pas se mentir, il y en a 2-3 qui ont un peu tiré la langue à un moment donné, hein. C'est dur. Hein. Ah oui, c'est sûr, on a envie de bien faire parce que notre tête croit qu'on a toujours 20 ans, mais les jambes pas forcément. Donc, mais il y avait beaucoup de bonne humeur et un réel plaisir de toutes d'être présentes ce soir-là. Arthur, on a entendu Thierry Weisman sur ce côté un petit peu familial justement qui reste époque après époque et puis et qui a permis ce match aussi de se faire avec autant de légendes présentes. C'est Metz Handball dans toute sa splendeur finalement. Ouais, c'est ça. C'est important, je pense, pour un club de se souvenir de ce qu'il s'est passé avant. Sans des joueuses comme Isabelle, le club n'en serait sûrement pas où il est aujourd'hui. Et je trouve que la plus belle démonstration de ça, c'est de montrer justement toutes ces légendes aux jeunes qui viennent jouer. On a vu un papa avec son fils, il me semble, dans le reportage, et c'est formidable. Et ces joueuses, certaines plus, certaines moins, en fonction du nombre de saisons, je pense, jouées à Metz Handball, ont vraiment marqué les esprits, et on en parle encore aujourd'hui, et c'est vraiment important. C'est la marque d'un grand club, quel que soit le sport, quelle que soit la discipline, de savoir reconnaître son passé et de le valoriser pour ce type d'occasion. Arthur le dit un petit peu, c'est aussi le public qui a répondu présent pour parfois des joueuses. Le jeune garçon qui était dans le reportage, je suis pas persuadé qu'il ait connu toutes ces joueuses-là en activité, et pourtant le public est resté nombreux à encourager, les supporters ont gardé les tambours, etc. On n'est pas sur un anniversaire du club, on approche des 60 ans, mais on n'y est pas encore, on n'est pas sur un événement particulier, et pourtant le public répond présent au diapason de ces légendes. Le terme finalement à retenir de ce que vient de dire Thierry Weisman, c'est intergénérationnel. Ce All-Star Game, un peu entre guillemets, il arrive à un moment où le club peut potentiellement se hisser au sommet de l'Europe, donc du monde, si on raisonne en termes de club. C'est bien de rappeler que ça ne s'est pas construit n'importe comment, que c'est un travail qui n'a pas demandé que quelques années, mais des décennies. Et c'est bien de rendre hommage à aux personnes qui ont contribué aussi à poser les fondations qui permettent aujourd'hui au Metz Handball d'avoir les ambitions qui sont les siennes. C'est bien de montrer que aussi ces fondations feront que s'il y a ensuite des temps peut-être un peu moins fastes, il y a quand même une structure qui est posée. Et c'est important pour notre championnat. C'est important à l'échelle du Metz Handball, mais c'est aussi important à l'échelle de notre championnat aussi, qui a vu malheureusement trop de projets, je dirais pas sans lendemain, mais ne pas s'inscrire vraiment sur le long terme. En tout cas, on va espérer que Metz Handball ait l'occasion de fêter encore de nombreux matchs comme celui-ci, de nombreux anniversaires, parce qu'effectivement, ça fait partie de l'histoire du handball français. Les joueuses qui étaient là, elles ont joué pour Metz Handball, mais pas seulement, elles ont aussi su rayonner avec d'autres clubs ou encore même avec l'équipe de France. Et ça, c'est aussi l'histoire qu'on a envie de mettre en avant. En tout cas, pour le moment, on va clore cette première partie d'émission. On se retrouve dans quelques instants pour parler de la finale de Coupe de France face à Dijon. Ne quittez pas, on revient. Et nous sommes de retour sur le plateau de Dragon Mag, toujours avec notre invitée Isabelle Wendling et nos chroniqueurs Thomas Lavaux et Arthur Carmier. Nous allons tout de suite évoquer notre deuxième partie d'émission. On va parler de la Coupe de France. C'est parti.
Et je le disais, samedi, Metz Handball aura l'opportunité de remporter sa 12e Coupe de France. Ce sera face à la JDA Dijon. Je vous propose de jeter un œil au parcours des deux équipes dans la compétition cette saison. Elles se sont toutes les deux entrées en quart de finale. Dijon s'est déplacé à Nice pour un score de 20-26. Dans le même temps, Metz Handball écartait Chambray aux arènes, 33-23. En demi-finale, la JDA a noyé les Neptunes à Nantes, juste après d'ailleurs une défaite des Neptunes à Metz, tandis que Metz Handball réalisait un excellent déplacement à Brest, un déplacement comme on l'attendait peut-être seulement à moitié, une victoire 29-35, étouffant les rivales du championnat de France. Thomas, qu'est-ce que ça t'évoque ce parcours? Alors c'est court la Coupe de France, hein. En 2 matchs on arrive en finale, c'est très rapide, mais en tout cas Dijon a su faire face à l'adversité, 2 matchs à l'extérieur pour atteindre la finale. Puis surtout la victoire en demi-finale à Nantes, qui je pense espérait, c'était juste après le match de Nantes joué à Metz, et Nantes qui espérait aussi son triplé, qu'il avait peut-être, son doublé avec la Coupe d'Europe, qu'il avait peut-être dans un coin de la tête. C'est fort ce qu'ont fait les Dijonnaises dans le profil du club. Ça rejoint un petit peu Chambray. C'est un club peut-être pas forcément armé pour jouer les toutes premières places, les 4 premières places, mais c'est un club sérieux de cette ligue féminine. Des clubs de ligue féminine qui ont donné de grosses suées cette saison au Metz Handball en championnat. Il y a eu Brest et il y a surtout eu Dijon, le match retour à Dijon. C'est une équipe, voilà. Pour Metz, c'est une finale de plus, sans galvauder le fait, voilà, de pouvoir disputer une finale, de pouvoir remporter un titre. On sait que Metz veut jouer toutes ses finales, veut remporter tous ses titres, et que Metz n'est jamais aussi dangereux que sur les matchs à enjeu direct comme ça. Mais pour la JDA Dijon, c'est peut-être le match, pas dire d'une histoire, mais voilà, je crois qu'elles ont 3 finales dans leur carrière, dans l'histoire du club, 3 défaites, me semble-t-il, en finale. Ça serait la possibilité pour elles de remporter un titre, et puis quel titre, quoi, face à un tel adversaire. Justement, on va s'y attarder à ce palmarès. La JDA Dijon, elle n'a jamais remporté la Coupe de France, mais les 3 finales, donc 2002, 2007 et 2013, 3 finales donc perdues. Pour Metz Handball, l'histoire est un tout petit peu différente. Les Messines ont remporté 6 des dernières éditions. Les autres ont été remportées par Brest à 3 reprises, et enfin Fleury, on en parlait tout à l'heure. On le voit un petit peu le palmarès. On a également vu pas mal de doublés Coupe Championnat du côté messin, mais la nouveauté, c'est que depuis 2022 avec 2023 ensuite, Metz Handball a réalisé 2 doublés consécutifs. Et cette année, Metz Handball a l'opportunité d'en faire un 3e de rang. C'est pas rien dans l'histoire d'un club. Et Metz Handball a quand même connu quelques finales perdues. On les voit en bas de l'écran. La dernière date de 2009. Ça commence à faire loin. Généralement, quand Metz Handball va en finale, c'est difficile de les déloger. Isabelle, au palmarès, il y en a quelques-unes des Coupes de France. Qu'est-ce qu'elle représente, cette compétition ? C'est toujours une compétition à part, parce que c'est vrai que la Coupe de France a une saveur particulière, et là en l'occurrence cette année c'est la possibilité d'avoir un premier titre dans cette saison et de partir avec un maximum de confiance. Donc je vois pas les filles passer à côté de ce match, même si effectivement Dijon est une équipe solide, et se retrouver en finale, on a toujours envie de décrocher le titre derrière, mais je vois pas Metz Handball passer à côté de cette finale. Et parce que la Coupe de France, c'est un petit plus. C'est un plus, et puis au palmarès, il y en a déjà quelques-unes. Metz Handball, on voit 25 titres de champion de France. On commence à arriver sur des chiffres qui parlent un petit peu. On a envie de faire de nouvelles écharpes peut-être du côté du club. En tout cas, Thomas le disait un petit peu, Arthur, Dijon a affiché un petit peu 2 visages cette saison. Il y a eu le match aller, une défaite lourde pour les Dijonnaises, 42-20, c'était au complexe Saint-Symphorien. Par contre, au retour dans la salle de Dijon, seulement 3 buts ont séparé les deux équipes, 31-34, et puis le scénario a eu de quoi faire trembler à un moment donné. C'est une équipe qui peut montrer quelque chose, qui a aussi changé de coach en cours de saison, en tout cas limogé un coach pour faire monter son adjoint, et depuis on sent qu'il y a une vraie dynamique. Ouais, effectivement. Alors la comparaison que faisait Thomas entre Dijon et Chambray est fort judicieuse, parce que ça fait partie de ces clubs qui aspirent à, je pense, à terme peut-être être la 5e force du plateau en championnat de France, qui est une place qui peut qualifier pour une compétition européenne. C'est un objectif qui est non dissimulé pour la JDA Dijon, d'essayer d'aller dans cette ligue européenne. Ça valorise, je pense, notre championnat de France.
Mais comme le disait Isabelle, j'ai quand même du mal à voir Metz Handball passer à côté de cet événement. En général, quand Metz est favori d'une finale de Coupe de France, on l'a vu sur les précédentes éditions, l'outsider a vraiment très peu de chances de créer la surprise. Mais c'est aussi tout le danger de ce type de confrontation. Dijon n'aura absolument rien à perdre. Quoi qu'il arrive, leur Coupe de France, elle est plus que réussie avec j'ai pas envie de dire exploit, mais cette énorme performance, je pense, mettre 5 buts à Nantes à la fin de cette demi-finale et en encaisser seulement 22, ça montre que ce club a fait des progrès considérables. On verra ce que ça va donner en finale pour Dijon. Je donne pas cher de leur peau, mais il faut quand même respecter son adversaire et ça, Metz Handball sait très bien le faire. Je vous sens tous un peu confiants. Je vais vous rappeler un événement récent. Ça va peut-être mettre un petit peu de twist. Souvenez-vous du choc entre Nantes et Paris 92. Paris 92 l'a emporté, a célébré ça comme si c'était une finale qui permettait de décrocher la 3e place. Match suivant, Dijon. Défaite de Paris 92 contre Dijon, qui a su jouer les troubles faits face à une équipe qui semblait pourtant bien plus en forme que ça. Mais je t'apprends rien, Mathieu, en disant que Metz Handball, c'est pas Paris 92. N'apprends rien, tu ne m'apprends rien, mais on retrouve quelques joueuses passées par Metz Handball, Paris 92. Il y a un match mercredi. Hein. Ouais. C'est ça. Donc il faut voir un petit peu comment tout ça se passe. En tout cas, Dijon est plutôt sur une bonne série. C'est une équipe qui a pas joué là récemment, donc qui a pu préparer à 100% et qui sera aussi portée par son public. Ça, je vous l'apprends peut-être. Il y aura au moins 500 supporters dijonnais à la Didas Arena. Il y aura également un écran géant à Dijon pour le match. Donc c'est un vrai gros événement pour Dijon. À Metz Handball, des fois, on a l'impression que c'est une finale de plus. Donc il faut peut-être se méfier de cette approche là supplémentaire pour les Dijonnaises qui vont avoir à cœur de gagner. On va surveiller ça de très près. Nous y serons et on en reparlera, on débriefera ça dans le prochain Dragon Mag la semaine prochaine. Pour le moment, on va clore cette séquence sur la JDA Dijon et Metz Handball en Coupe de France. Mais je vais tout d'abord vous apporter une information supplémentaire, un mot d'actualité mercato. On a appris aujourd'hui la signature d'Emma Tuchela à Strasbourg, Arenheim-Truchtersheim. À 20 ans, l'ailière droite, capitaine de l'équipe de N1 de Metz Handball. Cette saison va s'éloigner de la Moselle, mais pas trop loin non plus pour vivre sa première vraie expérience professionnelle. Elle avait notamment dépanné avec brio aux côtés des Dragons lors de la saison 2021-2022, lorsque Melvin Deba avait quitté le club jusqu'au recrutement du joker d'Adriana Cardozo. Elle n'a pas forcément eu l'opportunité de se montrer et de monter en grade à temps chez les jaunes et bleus, mais elle pourra démontrer ses qualités malgré tout en Ligue Butagaz Énergie dans une équipe qui a de l'ambition. On l'a vu lors du match entre Strasbourg et Metz Handball il y a quelques mois. On verra ce que ça va donner pour l'Hélière qui a aussi joué arrière cette saison. Arthur, toi tu la connais aussi bien, Emma Tuchela. Qu'est-ce que tu penses de cette signature dans un club de Ligue Butagaz Énergie qui émerge tout doucement? Déjà c'est super pour elle, sachant que l'aventure avec Metz Handball allait s'arrêter. La structure considère que derrière Lucie Granier, la jeune joueuse qui a le plus de potentiel dans le centre de formation, c'est Manon Erard. C'est pas Emma Tuchela. C'est peut-être un peu dommage. Elle a peut-être pas nécessairement eu sa chance après sa première bonne pige. Pendant un certain temps, il y a de ça 2021-2022, il me semble. Elle avait 17 ans seulement, elle avait su montrer quand même une certaine maturité dans son jeu. Donc je m'attendais peut-être à ce qu'elle remette un petit peu le nez à la fenêtre. Ça s'est pas fait pour X raisons, parce que la concurrence dans ce club, elle est forcément énorme. Donc souhaitons qu'elle s'épanouisse à Strasbourg. Souhaitons-lui que ce soit en LBE, mais même si c'est en deuxième division féminine, ce serait déjà une superbe expérience pour elle de montrer tout ce qu'elle a appris au sein du centre de formation de Metz Handball. En tout cas, on va refermer la parenthèse. Il nous reste une partie d'émission à aborder. On surveillera encore le mercato. Il risque d'y avoir encore quelques petits mouvements dans les prochaines semaines. Et pour le moment, il est temps de faire la conférence de presse. Alors Isabelle, c'est le moment des questions et réponses. On en a pas mal des questions forcément. Il y a beaucoup de choses à aborder. Je voudrais commencer avec quelque chose d'assez simple. On vous voit aux arènes de Metz à quasiment tous les matchs depuis, j'ai envie de dire depuis toujours finalement. Après la carrière, ça s'est jamais arrêté. La passion, elle s'essouffle jamais. Non, après c'est vrai que j'ai passé 20 ans de ma vie à Metz Handball, donc ça a été compliqué de partir comme ça du jour au lendemain. Et puis j'ai toujours autant de plaisir à voir les matchs, à rencontrer les personnes aux arènes. Donc je me sens très bien aux arènes, donc je continue à venir.
ce statut de légende quelque part du club. Comment ça se passe? Il y a encore beaucoup de gens qui viennent vous voir pour discuter un petit peu, dire voilà, je me souviens d'eux, ou alors je connais aussi votre parcours et c'est inspirant, ou ça se tasse au bout d'un moment? Ça commence à se tasser, c'est sûr, mais c'est vrai que, comme je disais, j'ai passé 20 ans au club, donc la durée fait que les gens m'ont beaucoup vu. Ah oui. Donc, non, mais c'est toujours très sympathique, on peut échanger. Et puis, bon, c'est vrai que ça fait un peu ancien combattant quand on dit ah oui, à votre époque, bon, enfin, voilà. Mais le temps passe, mais il y a toujours de la bienveillance. L'histoire d'Isabelle Wendling, c'est aussi l'équipe de France, même si c'est très attaché à Metz Handball. Cette équipe de France qui, aujourd'hui, tutoie aussi les sommets. Alors, toujours avec le même coach. Paradoxalement, c'est un modèle de durée. On l'avait sur le plateau il y a assez peu de temps. Et elles ont décroché un titre mondial en décembre dernier, le 3e de l'histoire. Et il faut pas oublier que le premier, bien, c'était en 2003 et c'était avec Isabelle Wendling aussi. On a quelques images un petit peu d'archives qui vont pouvoir être diffusées. L'historique de cette équipe de France, finalement... eh bien, il a fallu gravir les échelons un par un. Ça n'a jamais été simple et ce match-là non plus n'était pas simple. Non, le match-là, il était fou. Je veux dire, c'est un peu ce qui a fait connaître le handball, parce que c'est vrai que le scénario du match a fait que les gens se sont intéressés au handball, parce qu'on gagne un titre alors qu'un quart d'heure avant, c'était perdu. Donc cette remontada, le public aime bien. Et c'est vrai qu'on avait à cœur d'obtenir un résultat, parce que ça faisait quelques années qu'on galérait, qu'on sentait qu'on se rapprochait des meilleurs. Mais c'est vrai que sur cette compétition, on n'était pas du tout les favoris, et que c'est peut-être ce qui a fait et fait toujours la force de l'équipe de France, c'est qu'on n'a jamais rien lâché et qu'on continue à se battre jusqu'à la dernière minute, quoi. Ça m'amène à une question, hein. Entre les 15 titres de championne de France, les 5 Coupes de France, ce titre mondial, est-ce qu'il y a un souvenir particulier, quelque chose qui compte plus que les autres finalement dans un palmarès aussi fourni que ça? C'est toujours difficile de sortir un truc, mais c'est vrai que ce titre mondial, c'est au-dessus, parce que c'est un truc incroyable, et ça a permis de mettre un coup de projecteur sur le handball féminin et d'accélérer les choses quelque part. Donc après, tous les titres au club sont aussi extraordinaire, parce que ça a été avec des équipes complètement différentes, des coéquipières différentes, des saisons différentes, avec des contextes particuliers. Et si je devais en sortir un, c'est peut-être celui qui a suivi la grosse période où le club a failli disparaître, et où l'équipe et le club a su se remobiliser, et qu'on a fait la saison à 10 ou à 11 joueuses et on a tout donné, on a gagné encore ce titre. Donc c'était un beau remerciement pour toutes les personnes qui nous avaient soutenus. Donc celui-là, oui, il a une saveur un peu particulière. Et ça peut rappeler aussi un petit peu la fragilité du handball féminin. On a vu quelques clubs ces dernières saisons en grande difficulté, ne pas tenir la boutique dans la durée. Donc Metz Handball est aussi passé par là, et on peut malgré tout avoir des difficultés et puis s'en sortir et rester un des plus grands clubs de France. Messieurs, c'est à vous. Mais justement, ce fameux titre, si je dis pas de bêtises, c'était en 2005. Comment on l'a vu cette saison, Isabelle Wendling, où le club a tout bonnement failli disparaître. Toute l'année, comment vous avez fait pour vous mobiliser autour du handball malgré ce contexte? La saison, en fait, c'était assez facile, on va dire. La période la plus compliquée, c'était l'incertitude entre le mois de juin, où on dit on va continuer, et puis 15 jours après, on dit c'est fini, il n'y a plus de club, alors qu'on n'avait aucun prémisse qui pouvait nous amener vers ça. Donc c'était vraiment un coup de massue derrière la tête. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Non, c'est pas possible. Donc on continue, tout le monde s'est mobilisé, les joueuses ont fait beaucoup de sacrifices, certaines ont dû partir, notamment des étrangères qu'on a dû laisser repartir par rapport au salaire, etc. Et après, toute cette période estivale qui a été très très compliquée, une fois que la saison était lancée, il fallait y aller. Et pour la petite anecdote, le premier match qu'on fait, c'est à Ute, et on perd. Donc on se dit, on n'a pas fait tout ça pour commencer à perdre les matchs. Donc il y a eu cette mobilisation, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de solidarité au niveau des joueuses. Et on a abordé la saison comme on abordait les saisons précédentes, et ça s'est très bien fini. Thomas? Je vais peut-être passer un petit peu du coq à l'âne, mais avec votre regard d'experte du jeu et du club, le triplé, est-ce que c'est la bonne année? Est-ce que ça va le faire?
C'est compliqué de faire des pronostics, mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'on est dans une saison où tout peut arriver. Bon, le championnat, bon, il reste deux matchs, je pense qu'elles ont fait le plus dur, donc le titre devrait pas leur échapper. Après, le Final Four, c'est toujours ouvert. Maintenant, on a peut-être l'opportunité de se dire que on connaît ce que c'est maintenant, ça fait la 3e fois qu'on y va, donc par rapport à certaines équipes qui vont découvrir ça, c'est un plus. Et oui, l'équipe est armée, les joueuses ont de l'expérience, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Maintenant, ça reste du sport et il faudra faire tout ce qu'il faut durant ce week-end pour s'offrir la plus belle des coupes. Alors aujourd'hui, pour aller chercher des trophées, on a l'impression que c'est de plus en plus ardu. Le handball, c'est professionnalisé aussi. Cette professionnalisation, quel regard on peut porter dessus? Parce qu'il y a des bons côtés, et puis il y a les mauvais côtés avec tous les aspects financiers qu'il faut remplir, et puis les joueuses qui ont des attentes aussi qui sont très, très spécifiques désormais. Est-ce que c'est pas parfois aussi une entrave? Disons que ça reste encore... c'est sûr que c'est beaucoup plus professionnel que par le passé, mais ça reste encore à un niveau un peu moindre, on va dire, par rapport à certaines autres disciplines ou autres sports. Mais je pense que les joueuses ont cette chance de pouvoir pratiquer leur discipline et leur sport dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vrai qu'il faut aussi savoir d'où on vient et ce qu'on disait tout à l'heure, les difficultés qu'on pourrait rencontrer. Et se dire qu'on a la chance d'être là où on est, mais il faut que ça continue à progresser, mais pas vouloir aller trop vite. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, je parle de professionnalisation dans le sens contrainte financière, etc., mais pas professionnalisation, en tout cas pour les joueuses qui peuvent de plus en plus vivre de leur sport et le faire dans de bonnes conditions, même s'il y a encore du chemin à parcourir. Messieurs, je suis sûr que vous avez encore des questions. Ouais, justement, à ce sujet de la professionnalisation, beaucoup de triples, c'est bien, mais est-ce que la clé pour Metz Handball, pour réussir à garder son identité, son ADN, c'est de réussir à rester proche du public avec des joueuses qu'on sent humaines, on sent une certaine proximité entre le club et ses fans. Est-ce que vous pensez que Metz va réussir à garder ça dans le futur et justement essayer de décrocher des grands objectifs avec cette force-là? Je pense que oui, parce que c'est vrai qu'on a déjà franchi pas mal de marches depuis 2-3 ans, enfin même un peu plus. Et on se rend compte que les joueuses restent toujours dans cette optique-là. Elles sont contentes d'aller vers les gens. De toute façon, dans le handball, je crois que c'est ce qui fait notre force. On sait que le public est important, etc. Et effectivement, ça s'est beaucoup professionnalisé. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais cet échange avec l'extérieur est toujours possible et se fait naturellement. Donc, je pense pas que ça va changer dans les années qui vont venir. Thomas? Alors justement, aujourd'hui, quand on voit qu'une joueuse internationale peut jouer 26 matchs de championnat, 20 matchs de Ligue des Champions, avec des déplacements parfois assez loin en Europe, 3 matchs de Coupe de France, tout en gérant aussi des sélections en équipe, quelle qu'elle soit, hein, où il faut préparer les Jeux Olympiques tout en disputant aussi des qualificatifs pour un Euro ou pour un mondial. Aujourd'hui, cette densité... ce calendrier si chargé. Est-ce que vous auriez aimé être handballeuse aujourd'hui? Est-ce que être handballeuse aujourd'hui, vous êtes un petit peu envieuse peut-être, je sais pas. Tout en prenant en compte aussi la structuration, les belles salles, Oui, non, déplacements. je pense que c'est effectivement le rythme, il est peut-être plus dense et plus compliqué que par le passé, même si on enchaînait pas mal aussi les matchs et on avait d'autres conditions peut-être pour voyager, etc. Oui. Donc maintenant, tout est peut-être un peu plus simple parce que tout est mis en place pour que les filles n'aient à penser qu'à ça. Enfin, les déplacements sont faits au cordeau, voilà. Mais non, oui, je pense que on va pas se plaindre non plus. Elles s'entraînent beaucoup, mais elles font ça parce que c'est leur passion. Et quand on a la chance de pouvoir faire de sa passion son métier, on peut pas se plaindre. Il y a des gens qui vont travailler tous les jours 8 ou 10 heures et pour un salaire beaucoup plus compliqué, on va dire. Donc on peut pas plaindre des joueuses et des handballeuses. Je pense que on a la chance de faire ce qu'on aime et c'est pas donné à tout le monde.
Il me reste une dernière question. On a entrouvert la porte Jeux Olympiques. Là, on a cité les mots. C'est une année particulière en France avec les Jeux Olympiques. Et aussi dans l'après-carrière, il y a ce travail au niveau de la région auprès des sportifs et des sportives, le financement aussi des carrières, etc. C'est un moment particulier, un moment charnière, je pense, pour toutes les personnes qui sont proches du sport d'une manière générale. Oui, bah c'est clair. En plus, les JO, c'est toujours particulier. Là, en plus, c'est en France, donc c'est démultiplié. Donc, effectivement, on est tous derrière tous nos athlètes et on espère qu'il y aura les meilleurs résultats possibles et que la France pourra rayonner encore plus devant les yeux du monde. Isabelle, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous pour cette première dans Dragon Mag. Merci également à vous, messieurs, de nous avoir accompagnés avec vos questions très pointues. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Dragon Mag. Ce sera vendredi à 18h30. On parlera du résultat de la Coupe de France, mais aussi des prochaines échéances de Metz Handball. Elles sentent plutôt bon, ces échéances. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.